Ce matin, nous nous retrouvons pour poursuivre sur ces thèmes. Nous avons la chance d'accueillir Damien Leguet. Pour ceux qui étaient hier présents, j'ai expliqué que malheureusement Jean Leonetti a, pour des raisons de santé, dû annuler un peu à la dernière minute sa venue. Et le philosophe Damien Leguet a eu la gentillesse de venir nous rejoindre. Je vous présente en quelques mots. Donc vous êtes philosophe, vous enseignez à l'espace éthique de la PHP. Vous avez fait un gros travail sur les rituels sur la mort et d'ailleurs vous présidez le Comité national d'éthique du funéraire. Vous êtes aussi au comité scientifique de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, depuis 2011. Et dans ce cadre, vous avez fait un gros travail sur les directives anticipées et plus largement sur la parole au tout dernier moment de la vie. Et ça a donné lieu donc à cet ouvrage, Le fin mot de la vie, contre le mal mourir en France, dont vous allez nous parler ce matin. J'arrête là et je vous laisse la parole pour environ 40 minutes et puis ensuite on échangera ensemble comme nous l'avons fait hier. Merci beaucoup Marine. Écoutez, je voudrais d'abord partager l'émotion de ceux qui n'étaient pas là hier, ce qui était mon cas aussi, et qui pensaient avoir Jean Leonetti ici. Vous savez, je suis arrivé à cet endroit et j'ai entendu des mouettes. Je me suis dit, tiens, la mer n'est pas loin. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui s'attendent à voir Jean Leonetti, qui ne voient que moi. Donc vous voyez, nous partageons une même déception. Je ne suis pas Jean Leonetti, je ne suis que sa 8e doublure, et donc je m'en excuse par avance. Voilà. Première chose. Deuxième chose, je voudrais, dans ce lieu particulier, juste rendre hommage à deux personnes que je n'ai pas rencontrées souvent. Enfin, les pères Verspieren et Burdin, et en particulier le père Burdin, qui m'a beaucoup inspiré et qui, dans son livre, m'a mis effectivement en mouvement, comme on dit, sur ces questions d'importance de la parole. Et donc je voulais ici même leur rendre hommage. Alors, effectivement, c'est vrai que beaucoup d'entre vous, les uns les autres, intervenons sur ces questions effectivement de fin de vie et le risque du débat médiatique tel qu'il s'organise sur la sédation, directive anticipée, l'euthanasie, c'est souvent d'en rabattre sur les vrais enjeux des soins palliatifs, sur ce mystère des hommes face à la mort ou dans leur face-à-face avec la mort. Il y a un effet effectivement d'occultation, de recouvrement. La question où les questions sont souvent déformées par cette forme d'obsession médiatique qui occulte, qui diminue la réalité. Et pour montrer ce décalage, d'où le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin, et d'où effectivement la qualité des débats que vous avez eus hier, j'ai toujours en tête, et je vous la livre, cette remarque du père technique d'une voiture qui disait donnez à quelqu'un un marteau et il verra tous les problèmes comme des clous. Et je crois qu'effectivement, malheureusement, le débat médiatique est là pour réduire toutes ces questions ô combien délicates, subtiles, mystérieuses, compliquées, à l'un ou l'autre des clous en question. Et donc, j'ai grand plaisir, grâce à votre invitation et grâce aux personnes qui sont là ce matin, de prendre un peu, effectivement, de hauteur, de recul, de reconsidérer toutes ces questions pour envisager, effectivement, ces personnes qui s'acheminent vers la mort, pour envisager d'une manière ou d'une autre la mort qui s'annonce, l'angoisse qui est là quand elle est imminente, etc. Alors partons donc de choses essentielles, montons un peu le niveau, comme on dit. Et effectivement, Lévinas nous dit que ce face-à-face, parce qu'il y a une question de face-à-face avec la mort, c'est le thème de ce matin, ce face-à-face est, nous dit Lévinas, une épreuve d'humanité. Et comment l'entend-il? De deux manières différentes. D'une part, dit-il, dans ce face-à-face, j'éprouve autrui, je m'éveille à lui par lui, j'éprouve son épreuve. Et puis, deuxième épreuve d'humanité, ou deuxième élément de cette épreuve d'humanité,
autrui est éprouvé. Il traverse, il est en plein dans cette épreuve. Et donc, cette épreuve a une double face qui, nous dit toujours Lévinas, réveille en nous, réveille notre vocation humaine. Vocation humaine, l'appel, à quoi suis-je appelé, comment y répondre, vais-je ou non déroger à cet appel et quelle est la bonne manière que j'ai ou que je n'ai pas de répondre à l'appel qui est devant moi et auquel je me dois de répondre. Alors, je voudrais débuter mon propos par un conflit, me semble-t-il, qui est très fort et peu formulé, peu visible dans ces débats médiatiques avec des clous et des marteaux, qui est effectivement une cohabitation conflictuelle en chacun de nous entre un sujet moderne, autonome en droit, et la personne humaine que nous sommes, qui est attachée à bien des gens, qui est emmaillotée dans bien des liens affectifs, qui est épais, qui est une personne dépendante bien plus que ce que le sujet moderne laisserait supposer. Il y a là, me semble-t-il, un paradoxe ô combien compliqué et ô combien central au cœur de toutes les relations humaines en fin de vie et au cœur de ce face-à-face avec la mort et au cœur de cette relation palliative telle qu'elle s'instaure. Il me semble qu'il faut distinguer ou interroger la question de l'autonomie du sujet de droit. Le sujet moderne est un sujet, par définition, depuis la modernité, est un sujet autonome. Il se donne à lui-même sa propre loi. Il croit se donner à lui-même sa propre loi. Et en même temps, ce même sujet est une personne qui est traversée par de la psyché, par de l'affectif, par de la mémoire, par beaucoup d'éléments qui, d'une manière ou d'une autre, lui fait prendre conscience qu'il n'est pas autonome, qu'il dépend, qu'il est en dépendance. D'où une difficulté, un écartèlement. L'autonomie moderne, donc, pousse à cette forme de suffisance glorieuse du sujet, à cette forme de royauté autarcique. Je suis seul, fier de l'être, content de l'être, et c'est ça le sujet moderne. Et en même temps, les exigences de la psyché poussent ou nous révèlent à nous-mêmes, dans ce face-à-face, cette vocation, cette confrontation, donc révèlent nos dépendances, nos attachements, nos enchevêtrements multiples et infinis. Donc, d'une part, nous sommes, parce que modernes, dénoués, seuls, autonomes, et parce que archaïques, parce qu'une personne humaine, nous sommes faits de nœuds, de dépendance, de liens, de tout ce qui nous attache aux autres. Qui suis-je, sinon la somme de tous les liens, toutes les paroles données, tous les amours reçus, tout ce qui m'a constitué comme sujet. Donc, il me semble qu'il faut partir de cette souffrance, de cette difficulté, de cette autonomie moderne affichée et qui est derrière, en arrière-plan, en nous-mêmes, quand nous sommes lucides avec nous-mêmes, qui est brisée, qui n'existe pas autant que ce que le sujet de droit en nous laisserait à supposer. C'est comme si, sur la scène publique, la scène moderne, nous serions seuls, et en même temps, en arrière-plan, en arrière-coulisse, dans la coulisse de nous-mêmes, nous savons que nous sommes dépendants d'un nombre impressionnant, à la fois de personnes présentes, mais en même temps de personnes dont nous portons la mémoire, de fantômes de mémoire, de personnes que nous avons aimées, qui nous ont aidés, qui nous ont accouchés à la vie, qui nous ont mis au monde, qui nous ont donné la réalité qui est effectivement la nôtre, des aidants, des aimants, des autorités. Je pense qu'il faut partir de cela pour mieux comprendre la difficulté de bien des situations. Et cette souffrance
a été particulièrement mise en avant par Paul Ricoeur en 1991, à la fin de sa vie. Je le cite, « Le même homme qui se vise autonome se découvre seul. » Le même homme qui se vise autonome se découvre seul. Et je poursuis ce que dit Ricoeur. « Tout se passe comme si le dynamisme de la maîtrise avait dépassé son propre but et payait son triomphe d'un prix, et c'est ce terme-là qui est le plus important, d'un prix de plus en plus inacceptable. Tout se passe comme si le dynamisme de la maîtrise avait dépassé son propre but et payait son triomphe d'un prix de plus en plus inacceptable. Voilà. Il y a donc un prix à payer, nous dit Ricoeur, il y a donc un prix à payer à cette autonomie moderne qui est la nôtre, que nous revendiquons, et en même temps qui peut l'amener, qui le conduit, et surtout face à la mort, qui le conduit à se découvrir seul, à payer le prix de cet isolement. Et donc ce prix inacceptable dont parle Paul Ricoeur, c'est, me semble-t-il, tout à la fois un isolement superbe, magnifique, exceptionnel du sujet moderne, et en même temps un caractère douloureux de cet isolement de la personne humaine. C'est à la fois cette insularité du sujet, cette autonomie du sujet de droit, et c'est cette prison sans barreaux ni porte ni fenêtre de nos dépendances, nos misères affectives, nos joies, de tout ce qui nous constitue comme personnes humaines. Et on peut dire que ce paradoxe, cette difficulté, ce cœur, ce conflit se décline de deux manières différentes dans les relations en fin de vie. Première difficulté, premier moment, premier temps, le monde, quel monde? De quoi parlons-nous quand on parle du monde? Suis-je sur le monde, posé sur lui, ou suis-je dans le monde? Suis-je comme un insecte, une libellule, sur la surface du monde, ou suis-je matière première, partie prenante de l'épaisseur du monde? Suis-je un bout parmi d'autres, un grain de sable parmi d'autres, de ce qui constitue, à force d'être assemblé, le monde, ou, au contraire, suis-je un rouage, un élément, le cœur d'un élément qui constitue finalement le monde? Et là, je renvoie à ce que nous dit Hannah Arendt du monde. Le monde, ce n'est pas, bien évidemment, cette surface plane sur laquelle je serai. Le monde, dit-elle, c'est bien ce qui accueille le nouveau-né, c'est bien ce qui l'introduit dans la communauté des vivants et des morts, c'est bien ce qui lui donne son importance, qui lui reconnaît sa dignité propre, et qui va conduire ce même individu à faire partie de ce même monde, et donc à pouvoir le donner plus tard en héritage à ceux-là même qui lui survivront. Ce monde-là, dont Hannah Arendt a bien pensé les limites face à la désolation en termes arendtiens, à la désolation du monde totalitaire et des camps de concentration, c'est bien l'utilité des individus, l'importance des individus dans le monde pour constituer cette intersection, ce lien, cette dépendance des uns vis-à-vis des autres, reconnus comme tels, de manière à considérer que chacun en fait partie, en est et constitue cet ensemble qui est indispensable à préserver, à garder, à entretenir et à transmettre. Le monde, donc, d'une part, et deuxièmement, le corps. Quel corps? De quel corps parlons-nous en fin de vie? Je ne suis pas seulement, ce qui limite, me semble-t-il, l'approche médicale, je ne suis pas seulement un corps biologique.
Je ne suis pas seulement ce corps biologique qui, à un moment donné, fait défaut, qui souffre et qui donc s'en remet à la technique médicale qui est abondamment nourrie de médicaments et qui s'en remet à la logique des soins curatifs. Je ne suis pas seulement ce corps-là. Je suis aussi un corps émotionnel, je suis aussi un corps mémoriel, je suis aussi un corps sentimental, psychologique. Je suis tous ces corps-là en même temps. Et tous ces autres corps-là ont des besoins. Eux aussi ont besoin de soins, de médicaments, de techniques. Ils ont besoin de tout ce que l'on range de façon un peu pratique mais nécessaire dans l'idée des soins palliatifs. Donc, le monde d'une part, le corps d'autre part, le monde à préserver comme un élément qui nous dépasse et dont nous sommes responsables, et le corps d'autre part, qui n'est pas unilatéral, mais plusieurs, multiples, nombreux, et dont je suis aussi responsable. D'où une responsabilité en fin de vie. Cette responsabilité, on peut la décliner de deux manières. D'une part, une responsabilité mondialiste, une responsabilité de solidarité mondialiste, le monde, considérant que, effectivement, celui qui est en train de s'échapper, celui qui est en train de partir, ne faut-il pas le retenir, lui montrer qu'il est partie prenante du monde, qu'il est dans le monde, qu'il est encore complètement partie prenante de ce monde-là. Le retenir comment? Par le geste, par la parole, par tout ce qui lui fait comprendre qu'il n'est pas déjà ailleurs, mais encore ici. Et pour faire comprendre cela, il importe effectivement de lui donner le sentiment d'une dignité mondialiste, d'une dignité d'être citoyen à part entière de ce monde qui est le sien. Deuxième responsabilité, c'est une responsabilité corporelle. Je n'ai pas qu'un corps. Donc, ne faut-il pas, face à la mort, que tous mes autres corps puissent être pris en compte, que je puisse les examiner, que je puisse les exposer et que je puisse éventuellement les mettre en relation les uns avec les autres, de manière à effectivement ne pas être réduit au seul corps de mes organes, au seul corps de la maladie, au seul corps qui souffre et qui, effectivement, n'est pas le plus important de tous les corps qui sont les miens. On peut dire du corps biologique qu'il est effectivement le dernier à mourir. Ce corps biologique qui est le dernier à mourir, mais n'est pas le seul. Donc, faut-il d'une manière ou d'une autre faire mourir les autres corps avant, en ne s'en occupant pas, ou au contraire, importe-t-il de reconsidérer ce corps psychologique qui est éclaté, ce corps mémoriel qui est en pleine souffrance, ce corps émotionnel qui est traversé d'échymoses et de douleurs. Voilà, comment lutter préalablement, telle est l'ambition des soins palliatifs, de l'accompagnement, comment lutter contre ces morts avant la mort du corps biologique, de tous ces autres corps qui me constituent, qui sont en moi et qui n'attendent qu'à s'ouvrir, qu'à se révéler, qu'à se remettre dans une nouvelle configuration. D'où, me semble-t-il, face à la mort, une immense responsabilité cordiale. Une immense responsabilité cordiale vis-à-vis de deux aspects, vis-à-vis de l'homme lié aux autres hommes et responsabilité cordiale de l'homme vis-à-vis du monde. Alors, responsabilité cordiale pour le monde, c'est-à-dire effectivement le tenir, le faire vivre et considérer que non seulement le monde a besoin de moi qui souffre, mais que j'ai besoin du monde, que les autres sont dans le monde, du monde, et eux ont besoin aussi de moi.
et je renvoie à cette magnifique interpellation de Rilke dans sa 9e élégie, tout ce qui est d'ici a besoin de nous. Tout ce qui est d'ici a besoin de nous, encore faut-il ressentir ce besoin, encore faut-il que moi-même, qui souffre, je sois certain que ce besoin est là et que l'autre, le monde, les autres ont besoin de moi. Vous voyez, double besoin, besoin que le monde a de moi et moi du monde. Donc il y a bien une responsabilité cordiale, disions-nous, pour le monde, une responsabilité qui est peut-être du même ordre que la responsabilité du marin pour la mer. Il est sur la mer, mais il est aussi responsable de la mer, de l'océan. Responsabilité aussi du même ordre de l'oiseau à l'égard de l'air qui le porte, sans s'en rendre compte, mais qui le porte. Responsabilité du même ordre du cerf-volant à l'égard des vents. Donc ça, c'est la première responsabilité cordiale pour le monde. Deuxième responsabilité, la responsabilité cordiale pour les corps. Pour les corps, pour ces différents corps, pour ces poupées russes de corps mis les uns dans les autres, mêlés les uns dans les autres, et qui, à ce moment-là, supposent qu'ils puissent se réajuster les uns aux autres. Que quelque chose comme de la chaleur humaine puisse remettre en mouvement, redonner vie à ces différents corps. Parce que on peut penser qu'effectivement, il y a nécessité de la circulation parce que nous n'oublions pas quelque chose en nous est gardé. Bergson nous dit, je le cite, « Je crois que notre vie passée est là, conservée, et que nous n'oublions rien. » Nous n'oublions rien, ça veut dire que rien de ce que nous avons vécu, l'ensemble de ces éléments-là qui ont constitué et constituent toujours notre vie, qui donnent ce bout de matière qui nous constitue, c'est comme ces tableaux d'Archiboldo, ces bouts de légumes, etc., qui nous constituent quand on s'approche de près, mais qui sont autant d'éléments disparates qui, finalement, nous constituent comme unité singulière. Donc, je crois que notre vie passée est là, conservée, et que nous n'oublions rien, c'est-à-dire qu'il y a bien, au-delà du sujet de droit, une mémoire de nous-mêmes, des autres, de ceux qui nous ont constitués, une mémoire polyphonique, plurielle, sensorielle, mémorielle, dans une forme de temps suspendu qui est toujours là. Et la meilleure illustration de cette mémoire-là, qui nous constitue, c'est bien cette distinction faite par Proust entre le temps de l'horloge et le temps de la mémoire. Il y a bien une autre chronologie, une autre durée, toujours pour rester dans Bergson ô combien important pour Proust, il y a bien une autre durée plus importante au fond de moi qui me tient. Une heure, dit Proust, n'est pas que une heure, c'est, dit-il, un vase rempli de parfums, de sons, de projets, de climat. Eh bien, ce vase que nous sommes, rempli de parfums, de sons, de projets, de climat, lui, nous avons vis-à-vis de lui, du vase, et de ces éléments ô combien pluriels qui nous constituent une responsabilité cordiale vis-à-vis de ces mémoires-là, et inversement, ceux qui sont dans cet accompagnement, dans ce face-à-face, qui sont secours, proximité, accompagnement, ont aussi vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ce vase-là une responsabilité que l'on peut appeler cordiale. D'où, me semble-t-il, ce sera ma deuxième grande partie, d'où me semble-t-il, si on considère tout cela, une forme de
redéploiement, de voir autrement, se dessaisir des marteaux et des clous pour envisager autrement la réalité, un redéploiement donc de l'ambition palliative. Il ne s'agit plus de faire quand il n'y a plus rien à faire, il ne s'agit plus d'accompagner de la fin des traitements jusqu'à la fin tout court, mais il s'agit de reprendre en considération cette double responsabilité. Palliatif, pallium, le manteau, celui qui couvre, qui protège, qui réconforte. Le palliatif donc suppose un soulagement sans guérison et un confort. Le confort, on peut l'entendre de deux manières différentes. Le confort, c'est bien celui qui aide, qui vient au secours, qui offre sa disponibilité. Et d'autre part, le confort, le réconfort, c'est ce qui apporte la confiance à quelqu'un, qui transmet la confiance à quelqu'un. Celui qui le regarde, qui l'envisage, qui lui redonne cette absence de confiance ou ce défaut de confiance ou ces accus de confiance qui disparaissent face à la mort. Donc disons du palliatif que son ambition, il faut être ambitieux et il faut reconsidérer cette ambition loin des débats médiatiques, disons que son ambition est bien de réinscrire l'individu parmi les vivants. Son ambition est bien aussi de décongeler tout ce qui s'est figé, hein, comme le temps d'après, vous savez, dans ce film. Voilà, quelque chose s'est gelé d'un coup d'un seul. Un être vivant devient pour partie un être glacé, gelé, figé, enfermé en lui-même. Donc décongeler les mémoires, redonner du souffle à la parole, faire en sorte que quelque chose de l'ordre du souffle puisse revenir et faire d'une personne qui prend le risque ou qui a le risque d'être une personne nobody, hein, en une personne somebody. Une personne qui est quelqu'un, qui n'est pas juste une personne, mais qui est véritablement quelqu'un. L'ambition, c'est bien de passer de ce risque d'une mort anonyme, la mort est plus importante que la personne qui la traverse, face à laquelle elle est, à une mort personnelle. Et je me souviens de ce que Rilke, à la fin de sa vie, quand il a été convoqué, invité par un médecin qui lui prédisait, nous sommes dans des temps lointains, où la médecine n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui, mais face à son médecin qui lui recommandait des traitements et des médicaments, Rilke lui a dit « Je veux mourir de ma mort, non de la mort des médecins. Je veux mourir de ma mort, non de la mort des médecins. Je veux mourir de la mort de ma vie. » Alors, évidemment, forcément, le temps de Rilke, les médecins, les médicaments au temps de Rilke n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui, mais je pense que cette ambition est effectivement, on peut la reprendre à son compte. Donc, le palliatif, l'ambition du palliatif, c'est bien de lutter, me semble-t-il, contre la mort quand elle vient, qui gèle en nous bien des choses. Et donc, s'il y a une glaciation, il y a bien l'ambition de faire monter en température, de réchauffer à la fois le corps, le monde et les individus confrontés les uns aux autres. Et c'est pourquoi, dans mon livre, je pense qu'il faut réassocier le palliatif et la question du salut. Non pas le grand salut en Dieu, hein, mais le petit salut de l'humanité solidaire. Non pas le salut vers l'au-delà, mais le salut micro-humain
des fraternités ultimes. Non pas le salut vers le paradis qui nous attend, mais le salut en lutte contre l'enfer. L'enfer, nous dit Kierkegaard, c'est bien l'esprit qui s'enferme en lui-même. On retrouve la prison, on retrouve la glaciation. L'enfer, nous dit Bernanos, n'a rien à dire. L'enfer, donc, c'est ce silence, cette mort aphone. L'enfer, me semble-t-il, la meilleure image, c'est bien le trou noir. Le trou noir, ce qui attire à lui toutes les énergies, ce qui empêche la lumière, le rayon, le rayonnement, ce qui conduit à cette implosion en soi de soi. Donc, il me semble que si on réinscrit l'ambition palliative dans la question du salut, peut-être que l'on peut mettre en avant, ce que j'essaie de faire, 3 aspects de ce salut palliatif. Et 3 aspects de ce salut palliatif en face, face à face avec la mort, ou face à face avec ce que Paul Boucher décrit comme l'aridité qui découvre le jour. L'aridité qui découvre le jour, c'est bien ce moment de face à face avec la mort et cet accompagnement dans l'aridité qui découvre le jour. Premier aspect de ce salut palliatif, c'est le salut par la salutation. La salutation, c'est bien moi face à celui qui est en face de moi, le considérer comme quelqu'un, comme une personne, et non comme la maladie qu'il porte, comme le malade qu'il est aussi par ailleurs. La salutation, c'est bien respecter cette multiplicité des corps, respecter celui qui est là, devant moi, face à ma face, voilà, dans ce face-à-face qui est commun, cette forme de fraternité pleine et entière, large, qui ne se réduit pas au corps biologique. C'est bien, la salutation, avoir de la bienveillance, de la bonne disposition, être véritablement, quelle que soit sa fonction, bénévole, en bonne disposition, en bonne volonté, étymologiquement le mot bénévole, en bonne disposition, en sourire, en poignée de main, en voix, en baiser, dans tout ce qui salue l'individu comme une personne pleine et entière. Deuxième aspect de ce salut, c'est le salut comme confiance. Foi, fides, accompagnement, le salut comme confiance. L'accompagnement, c'est bien ce qui recharge les accus de la dignité, ce qui regonfle ou tente à regonfler le moral des individus, c'est bien cette démarche d'accompagnement, accompagner, être avec, proposer sur le chemin du pain, proposer sur le chemin dans l'accompagnement une nourriture roborative de nature à permettre d'aller plus loin. C'est ça l'accompagnement et les outils de cette reconquête, de cette confiance, de cette fidesse, de cette foi sont relativement pauvres et en même temps sublimes. La bouche pour parler, les yeux pour regarder, le regard, c'est bien tout à la fois, étymologiquement, revenir sur quelqu'un et le garder, être le gardien de celui que l'on regarde pour revenir, reconsidérer, reprendre en considération quelqu'un. Le visage, avenant ou non, l'oreille, pour entendre, pour être à l'écoute, et la main, pour prendre en main, pour accompagner, pour tenir, pour retenir celui qui s'en va. Et cette confiance, elle est, comme nous le savons tous, elle est invisible. La confiance ne se mesure pas et elle n'est certainement pas dans
l'une ou l'autre des petites pilules bleues, jaunes ou violettes qui peuvent être données à un malade. Et pourtant, cette confiance-là, qui peut ou ne peut pas sauver quelqu'un, qui peut ou ne peut pas donner le sentiment qu'une personne est de trop, cette confiance-là, non seulement sauve quelqu'un ou peut sauver quelqu'un, mais peut avoir comme effet, cette confiance, de transformer l'isolement, la prison, l'enfer dans lequel quelqu'un est, en une forme de solitude habitée, de monde commun, de chaleur humaine partagée. Troisième aspect de ce salut, le salut qui permet de rester intact. Salut, salvus, intact, entier. Le salut, c'est bien ce qui redonne l'intégrité de la personne, d'autant plus nécessaire face à l'éparpillement de soi, face à la disjonction, à l'éclatement des différents corps dont nous avons parlé. Comment quitter donc l'agitation des horizons bouchés pour cette reprise en main de la patience? Comment permettre d'habiter le monde, mais d'habiter cette patience ultime? Comment laisser mûrir en soi ce silence essentiel qui redonne de l'épaisseur à ce corps ou à ces corps qui sont en nous? Comment laisser advenir ces mystères, ce mystère de la vie, des autres, de l'amour, de tout ce que nous allons laisser? Comment? Sinon, en reprenant le pas sur cette intégrité défaillante, défaite, en redonnant du souffle, du volume, en regonflant ce corps, ces corps, cette personne, ce que je suis face aux différentes épreuves qui sont effectivement les miens. Et face à cela, évidemment, si ceux qui accompagnent, ceux qui sont là, ceux qui sont dans cet accompagnement-là, s'ils font bloc, s'ils font corps, ils permettent, bien évidemment, de redonner le sentiment à cette personne dans l'épreuve d'être intacte. Mais quand on a déployé ces trois éléments du salut, quand on essaye de remettre ensemble, de recoupler ensemble cette ambition palliative et effectivement ces pratiques, on est confronté, et on en revient, me semble-t-il, à un conflit, le conflit dont nous avons parlé au début, entre le sujet moderne et le sujet archaïque que nous sommes aussi, et qui, lui, a besoin de se déployer dans toute l'épaisseur de ses dépendances nombreuses. Si on écoute cette ambition que je me suis permis de déployer devant vous, tout cela conduirait logiquement, naturellement, à subordonner le curatif au palliatif, et non l'inverse, comme ça se passe malheureusement trop souvent. Cela supposerait donc de déployer toute une polyphonie de soins, et non pas simplement la seule réponse médicamenteuse. Cela supposerait donc de restreindre l'acharnement thérapeutique, de considérer assez tôt, quand il n'y a plus rien à faire et que d'autres soins sont nécessaires, de les laisser se mettre en place. Cela supposerait donc de pouvoir déployer une palette large d'accompagnement. L'accompagnement, ce peut être aussi lire ensemble des livres, communier ensemble à de la poésie, voir ensemble des tableaux, ces ressources spirituelles infinies qui nous sont proposées, c'est de pouvoir voyager, aller au bord de la mer, réécouter, revoir, bref, tout ce qui, en plus
des pratiques actuelles pourrait permettre effectivement de se réaccorder à cette ambition-là. Or, malheureusement, face à ce besoin de vivre le peu de vie qui reste à vivre avec urgence, face à cette nécessité de réintégrer le malade dans la communauté, face à cela, un certain humanisme, que l'on peut qualifié de mou ou d'aseptisé, a fini, sans doute, dans bien des cas, par s'imposer. Alors de quel humanisme s'agit-il? Pourquoi peut-on qualifier cet humanisme-là d'étouffé ou de pétri de procédures et, d'une manière ou d'une autre, d'un humanisme aseptisé? Il me semble que cet humanisme-là a trois caractéristiques. La première, c'est qu'il met en avant les protocoles avant tout, comme si la technique, les fiches d'intervention, comme si cette boîte à outils d'une partie des soins palliatifs avait fini par s'imposer, et comme si tout cela tenait lieu de bienveillance humaine. Martine Derzel fustige ce qu'elle appelle le salmigondi des techniques. Deuxième humanisme, j'accélère un peu. Deuxième oui, parce qu'il faut qu'on puisse se garder un peu de temps d'échange voilà. avec. Tu me donnes 5 minutes encore? Allez, 5 minutes. 5 minutes. Deuxième humanisme, deuxième élément de cet humanisme, un humanisme d'apaisement obligatoire. Comme si la conflictualité, l'agone, la lutte, devait être réduite, et comme si le patient en fin de vie devait être nécessairement maintenu dans une forme de quiétude floconneuse en insistant, parfois en abusant, sur les sédatifs et sur les tranquillisants. Comme si on passait par pertes et profits l'agonie, la lutte de tous les Jacobs que nous sommes face à l'ange vis-à-vis duquel nous sommes confrontés, comme si la tragédie n'avait pas lieu d'être, comme si il fallait effectivement étouffer en nous l'agonie, la lutte. Troisième aspect de cet humanisme, un humanisme sans sujet. Sans sujet, c'est cette fameuse synthèse fictive d'un bio-psycho-social qui conduit, ou qui risque de conduire, ou qui a tendance à conduire à une forme de subjectivité sans sujet, comme si le sujet était vidé de lui-même en interne, de sa propre subjectivité, et qu'il flottait en lui-même, au-dessus de lui-même, pour éviter d'avoir des convictions trop affirmées, pour éviter d'avoir cette prise en considération, et sans doute que Tanguy Châtel nous en parlera, d'avoir cette difficulté de la prise en considération du spirituel. Je renvoie à cette magnifique phrase de Rimbaud, le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Et comment, et c'est ma conclusion, comment sortir de ces impasses, de ces différentes impasses? J'en vois quelques-unes. 1. Retrouver le sens de la gravité. Retrouver le sens de la gravité. Si j'étais ministre de la Santé, je rendrais obligatoire la lecture pour tout le monde des lettres d'un jeune poète de Rilke, où il dit « Presque tout ce qui est grave est difficile, et tout est grave. » Retrouver le sens de la gravité. Deuxième piste, que laissons-nous sur Terre? Que laissons-nous sur Terre? De quoi s'agit-il? S'agit-il de soigner le corps ou s'agit-il de soigner cette dette d'amour, cette redevance d'amour, ce qui finalement est la seule chose qui compte? Et Saint-Augustin le dit, mon poids, c'est mon amour. Donc, si on dit que c'est cela qu'il importe de laisser sur Terre, que nous laissons sur Terre, dont nous sommes redevables, eh bien, peut-être que là aussi, de nouvelles ambitions peuvent naître. Troisième piste, redonner toute sa valeur à la conspiration.
Et quand je dis conspiration, je pense à la suite de Jean-Louis Chrétien, non pas aux complots, aux intrigues malfaisants, etc., mais à ce désir, conspiration, de joindre son souffle à tous les autres, de, excusez-moi ce barbarisme, de s'assouffler au monde commun, hein, de célébrer la respiration orchestrale des hommes et d'insuffler ce lien, cette vie dans le monde et ce souffle dans le monde. Quatrième piste, j'ai presque fini, je me dépêche, il faut que je conspire vite. Entrer en dialogue avec soi-même. Entrer en dialogue avec soi-même, c'est-à-dire se dire qu'effectivement, comme le dit Hölderlin, je suis dialogue, comme le dit Augustin, je suis question à moi-même, hein, et donc si je suis question à moi-même, il importe effectivement de redonner de la valeur aux mots, de redonner de la valeur à ces épaisseurs en moi qui sont en moi, et je ne voudrais pas ne pas citer ici un poète jésuite de surcroît, Jean Mambrino, mort récemment, qui disait « Tu ne sais pas qu'il y a des mots graves d'une solennelle simplicité, des mots qui sont en toi, endormis, que nul n'a jamais articulés, dont pourtant tout l'avenir dépend. » Et j'arrête sur deux choses. La première... On a des questions. Oui, non, mais la deuxième, c'est qu'il me semble, et c'est ce qui m'est apparu, c'est toujours les sujets, vous savez, qui apparaissent quand on écrit un livre, ce qui a dû arriver à beaucoup d'entre vous, c'est les sujets qui apparaissent à la fin et non pas au début et qui sont absolument essentiels. Il me semble qu'il y a en jeu, finalement, deux choses, qui est une double conception de la parole. Soit on considère que la parole est ce que j'ai à dire, comme si je vidais mon sac. Et donc cette première conception de la parole, qui est plus dans l'ordre de la communication, suppose que la parole est limitée et que donc ma conscience, elle est limitée et plate. Et il y a une autre conception de la parole qui malheureusement est peut-être très étouffée, qui est cette idée de la parole qui me permet à moi-même d'explorer mes propres mystères, qui me permet d'aller plus loin, comme le dit Kafka, de jeter des torches dans mes propres abîmes, dans mes propres ténèbres, et qui donc suppose que j'ai une conscience large, infinie, à explorer, et que la parole a bien un caractère dynamique. La parole, c'est bien, en hébreu, ce dynamisme propre qui permet de réaliser ce que je dis. Voilà. Et si on renvoie à une conception biblique de la parole, à ce moment-là, bien évidemment, tout le reste peut s'éclairer. J'en ai terminé, merci.